Salut à tous les passionnés de musique, d'histoires vibrantes et de mystères qui secouent l'âme. Bienvenue sur ma chaîne où nous dévoilons les récits cachés des légendes qui ont marqué le monde. Avant de plonger dans une saga qui va vous captiver, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permettra de fouiller dans les archives poussiéreuses du passé pour révéler des histoires qui touchent l'âme, des vérités sur des icônes qui ont façonné notre imaginaire. Un clic soutient notre mission, et si cette histoire vous touche, partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Imaginez un homme dont la voix a uni des millions de cœurs à travers le monde, un prophète musical dont les chansons sont devenues des hymnes pour les opprimés, des appels à l'unité dans un monde déchiré par le chaos. Ses dreadlocks dansent sous les projecteurs, son sourire éclaire des foules immenses, et ses paroles semblent porter l'espoir d'une humanité meilleure. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière ce symbole de paix, derrière ces refrains qui prônent l'amour, se cache une vie tissée de contradictions, de trahisons intimes et de blessures secrètes? Et si son propre fils, après des décennies de silence, décidait de lever le voile sur un passé tumultueux, révélant des vérités si troublantes qu'elles pourraient ébranler l'image d'une légende intouchable? Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de la Jamaïque, là où naquit Robert Nesta Marley, Bob Marley. Un homme dont le nom résonne comme un cri de liberté, mais dont l'histoire personnelle est marquée par l'ombre de la division, de la trahison et d'un foyer fracturé. Quel est ce secret que Ziggy Marley a enfin osé révéler? Quel est ce côté sombre qui menace de fissurer le mythe? Restez avec moi, et je vous promets une histoire qui changera à jamais la façon dont vous écoutez One Love ou Redemption Song. L'histoire commence en 1945, dans un petit village isolé appelé Nine Miles, niché dans les collines verdoyantes de la paroisse de Sainte-Anne, en Jamaïque. Sous un soleil écrasant, dans une maison de bois usée par le temps, une adolescente de 18 ans nommée Cedella Booker donne naissance à un garçon qu'elle prénomme Robert Nesta Marley. Cedella est une jeune femme pleine de rêves simples, mais confrontée à la dure réalité d'une société coloniale où la couleur de peau détermine tout, le statut social, les opportunités, et même l'amour. Le père de l'enfant, Norval Sinclair Marley, est un contremaître blanc d'origine anglaise, bien plus âgé, chargé de superviser les plantations locales. Leur union est brève, marquée par les tensions raciales d'une île où les hiérarchies sociales sont impitoyables. Peu après la naissance de Bob, Norval abandonne Cedella et leur fils, laissant un vide qui marquera le jeune garçon pour toujours. Imaginez grandir dans un monde où vous êtes trop clair pour appartenir pleinement au ghetto noir, et trop pauvre, trop métisse pour être accepté par l'élite blanche. Cette solitude forge en Bob une résilience farouche, une dureté qui lui vaut le surnom de « Tough Gong », le survivant, celui qui endure les coups et se relève, peu importe les épreuves. Les premières années de Bob se passent dans la pauvreté rurale de Nine Miles. Il aide sa mère au champ, transportant des seaux d'eau sous le soleil brûlant, écoutant les récits folkloriques jamaïcains et les mélodies envoûtantes du manteau, une musique traditionnelle mêlant calypso et influence africaine. Mais la vie à la campagne est étroite, limitée par les horizons d'un village isolé. Cedella rêve d'un avenir meilleur pour son fils, et à l'âge de 12 ans, Bob la rejoint à Kingston, la capitale vibrante mais chaotique de la Jamaïque. Il s'installe à Trench Town, un bidonville où la misère règne en maître. Les rues sont un dédale de tôle rouillée, d'eau stagnante et de rêves brisés, mais c'est aussi un creuset de créativité. Trench Town pulse au rythme du ska et du rocksteady, ces genres naissants qui fusionnent percussions africaines, jazz américain et influences caribéennes. C'est là que Bob rencontre deux gamins du ghetto comme lui, Neville, Bunny, Livingston et Peter Tosh. Ils partagent la même faim d'évasion, la même conviction que la musique peut transcender leur réalité. Ensemble, ils passent des nuits à chanter sous les étoiles, improvisant des harmonies qui capturent la douleur et l'espoir de leur quotidien. Ces moments, dans les ruelles poussiéreuses de Trench Town, plantent les graines d'une révolution musicale. En 1963, leur rêve prend forme. Ils forment The Wailers, un nom évocateur, signifiant « les pleureurs », ceux qui portent dans leur voix les lamentations d'un peuple opprimé. Leur premier single, Simmer Down, est un cri du cœur adressé aux Rude Boys, ces jeunes délinquants armés qui sèment la peur dans les ghettos. La voix de Bob, déjà rauque et chargée d'une urgence spirituelle, se distingue. Elle ne porte pas seulement une mélodie, mais un message de rébellion pacifique, un appel à calmer la violence tout en défiant l'ordre établi. Le morceau devient un hit instantané en Jamaïque, et les Wailers s'imposent comme la voix de la jeunesse. Mais Bob voit plus loin que les frontières de son île. Il rêve de porter sa musique au monde entier. C'est alors qu'entre en scène Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records, un Jamaïcain blanc issu d'une famille aisée.
Blackwell voit en Bob un potentiel unique, celui de devenir l'ambassadeur du reggae, ce genre qu'il aide à inventer, mélangeant ska, rocksteady et spiritualité rastafarienne. En 1972, l'album Catch a Fire marque un tournant. Les Wailers ne chantent plus seulement pour la Jamaïque, ils s'adressent au monde, leurs mélodies résonnant dans les rues de Londres, de New York et au-delà. Mais tandis que l'étoile de Bob Marley brille de plus en plus fort, la Jamaïque sombre dans un chaos politique. Les années 1970 sont marquées par une guerre froide locale. Le Parti national du peuple, PNP, socialiste et soutenu par Cuba, s'oppose au Parti travailliste jamaïcain, JLP, conservateur et aligné sur les États-Unis. Les ghettos de Kingston deviennent des zones de guerre, où les milices armées distribuent des fusils aux jeunes pour sécuriser des votes. Bob, avec son message d'unité et de paix, est perçu comme un prophète, un symbole capable de transcender ces divisions. Mais cette aura le rend vulnérable. En 1976, Kingston est une poudrière, et Bob se retrouve malgré lui au cœur du conflit. Son concert Smile Jamaica est censé apaiser les tensions, réunir une nation déchirée. Mais 2 jours avant l'événement, des hommes armés envahissent sa maison au 56 au Prod. Les balles fusent dans l'obscurité. Bob est touché à la poitrine et au bras, sa femme Rita reçoit une balle dans la tête, et leur manager, dont Taylor, est criblé de balles. Miraculeusement, tous survivent. Mais ce qui sidère le monde, c'est ce que Bob fait ensuite. Quelques jours plus tard, encore marqué par ses blessures, il monte sur scène devant 80 000 spectateurs. Il soulève sa chemise, révélant ses pansements, et lance au public « Les gens qui essaient de rendre ce monde pire ne prennent pas de jour de repos. Comment pourrais-je en prendre un ?» Cette phrase, gravée dans l'histoire, révèle l'homme derrière la légende, un combattant, un survivant, mais aussi un homme entraîné dans une tempête qu'il ne contrôle pas. La politique n'est pas le seul champ de bataille de Bob Marley. Derrière les projecteurs, son foyer est un lieu de fracture profonde. En 1966, il épouse Althea Rita Anderson, une jeune chanteuse rencontrée dans la scène musicale bouillonnante de Kingston. Rita devient non seulement son épouse, mais aussi sa partenaire artistique, prêtant sa voix aux Itris, le trio vocal féminin qui soutient les harmonies des Wailers. Leur mariage est une union passionnée, mais aussi profondément tourmentée. Rita parlera plus tard, avec une honnêteté brutale, de la réalité de leur relation, une histoire d'amour entremêlée de trahison, une loyauté mise à rude épreuve par les infidélités de Bob, et une lutte pour survivre dans l'ombre d'un homme à la fois époux et icône mondiale. Ensemble, ils élèvent une famille en perpétuel mouvement. Bob adopte légalement Sharon, la fille que Rita a eue d'une relation précédente, et ils accueillent ensemble Cedella, Ziggy et Stephen. Plus tard, Rita donne naissance à Stephanie, fruit de sa propre liaison avec un footballeur jamaïcain, Owen Ital Stewart. Dans un geste surprenant, Bob adopte Stephanie et l'élève comme sa propre fille. Mais même si leur foyer s'agrandit, il est traversé par des tensions croissantes. Le charisme magnétique de Bob attire les femmes comme un aimant. Sa célébrité mondiale amplifie cet attrait, et il ne cherche que rarement à dissimuler ses conquêtes. Au moment de sa mort en 1981, Bob a eu des enfants avec au moins 7 femmes en dehors de son mariage avec Rita. Robert Marley naît en 1972 de sa relation avec Pat Williams. La même année, Janet Hunt donne naissance à Rohan Marley, qui deviendra plus tard entrepreneur et compagnon de longue date de la chanteuse Lauryn Hill. En 1973, Janet Bowen met au monde Karen Marley, qui grandira entre la Jamaïque et l'étranger avant de se faire un nom dans la mode. Julian Marley, né en 1975 de Lucy Pounder, suit les traces musicales de son père, devenant un multi-instrumentiste et un artiste reggae primé aux Grammy Awards. Kimani Marley, né en 1977 d'Anita Belnavi, s'oriente vers la musique et le cinéma. Enfin, Damian Junior Gong Marley, né en 1978 de la relation entre Bob et Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, devient l'un des artistes reggae les plus reconnus mondialement. La relation entre Bob et Cindy, publique et médiatisée, est particulièrement douloureuse pour Rita. Lorsque Cindy remporte le titre de Miss Monde, leur romance devient un sujet de fascination pour la presse, alimentant les rumeurs sur l'île. Pour Rita, l'épouse légale et mère de la famille centrale, c'est une humiliation publique, un rappel constant que les infidélités de Bob ne sont plus une affaire privée, mais un spectacle national. Dans ses mémoires de 2004, No Woman No Cry, Rita confie avoir dû redéfinir son mariage pour survivre. Les liaisons de Bob ne sont pas un secret qu'elle peut ignorer, elles sont une réalité quotidienne, exposée aux yeux de tous. Pour survivre, explique-t-elle, j'ai commencé à voir Bob comme un frère,
pas seulement comme un mari. C'est une stratégie de survie, une façon de préserver son amour pour lui sans s'effondrer sous le poids de la trahison. Elle avoue, comme on dit, tu serres les dents et tu supportes l'infidélité. C'est ce que j'ai dû faire, parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. Les contradictions sont flagrantes. Sur scène, Bob chante No Woman No Cry et One Love, des odes à l'unité et à la tendresse. Mais dans sa vie privée, son foyer est un chaos de rivalité, d'enfants dispersés et de blessures tues. Ses enfants grandissent dans différents foyers, certains avec Rita, d'autres avec leurs mères respectives, et la présence de Bob est souvent réduite à des éclats fugaces, entre 2 tournées ou 2 enregistrements. Pourtant, malgré ce tumulte, les enfants de Bob décrivent un père affectueux, bien qu'absent. Ziggy se souvient de moments où Bob, lorsqu'il était là, était chaleureux, joueur, presque paternel. Il leur enseigne les principes Rastafari, insistant sur le respect, la spiritualité et la résilience. Il écrit Children Playing in the Streets pour que ses enfants la chantent ensemble, leur léguant la musique comme un héritage commun. Mais ces moments sont rares. Bob est souvent en tournée, en studio, ou avec d'autres femmes, laissant Rita et les enfants naviguer seuls dans un foyer instable. Pour Rita, préserver l'image de Bob comme figure révolutionnaire est une lutte quotidienne, tout en affrontant l'usure émotionnelle de ses contradictions. Le charisme de Bob, si magnétique sur scène, prend une teinte plus sombre en privé. Amis et famille décrivent un homme exigeant une loyauté absolue, se plaçant toujours au centre, particulièrement avec les femmes. Rita révèle que leur mariage est ponctué de moments d'agression, une domination parfois difficile à contrer. Pour beaucoup de femmes dans sa vie, aimer Bob signifie se soumettre à ses règles. Ces contradictions s'intensifient avec sa célébrité. Aux yeux du monde, il est le prophète du One Love, mais dans les coulisses, il est plongé dans un monde où la violence est inévitable. Les milices politiques et les hommes armés gravitent autour de lui, surtout dans les années tendues des années 1970. L'attaque de 1976 n'est qu'un exemple. Mais même après sa mort, la violence continue de hanter ceux qui l'entourent. Peter Tosh, ancien Weller, est brutalement assassiné en 1987 par des hommes qui l'avaient tenté de réhabiliter. Carlton Barrett, le batteur des Weller, est abattu devant chez lui en 1988. En 1999, Junior Bresswet, un autre Weller, subit le même sort. Pour ceux qui marchaient aux côtés de Bob, la survie semble un miracle. Les choix politiques de Bob suscitent aussi des controverses. Son message repose sur la libération, l'égalité et la lutte contre Babylone, sa métaphore de l'oppression. Pourtant, en 1980, il se produit au Gabon à l'invitation du président Omar Bongo, accusé de corruption et d'autoritarisme. Pour ses critiques, c'est une trahison. Comment un défenseur des opprimés peut-il prêter sa voix à un dictateur ? Ses défenseurs y voient un pragmatisme. Bob diffuse le reggae en Afrique, peu importe le contexte. Mais ce concert laisse une ombre sur son image, posant une question troublante. Même Marley peut-il échapper au compromis de la gloire ? Puis vient le tournant le plus tragique. En juillet 1977, ce que Bob pense être une simple blessure de football à l'orteil révèle un mélanome acral lentigineux, une forme rare et agressive de cancer de la peau. Les médecins sont formels, une amputation pourrait arrêter la maladie. Mais Bob refuse, fidèle à sa foi Rastafari, qui considère le corps comme sacré et interdit les mutilations. Il opte pour des traitements alternatifs et continue ses tournées effrénées, comme si la musique pouvait défier la mort. En 1980, la maladie s'est propagée à son cerveau, ses poumons et son foie. Pourtant, même dans cet état, il enregistre Redemption Song, une ballade dépouillée où sa voix, fragile mais puissante, appelle à s'émanciper de l'esclavage mental. Ce morceau devient son adieu, un testament universel et personnel. Le 11 mai 1981, à seulement 36 ans, Bob Marley s'éteint dans un hôpital de Miami. La Jamaïque l'enterre comme un héros national, son cercueil porté à travers des rues bordées de dizaines de milliers de personnes en deuil. Mais ce deuil ouvre la voie à une nouvelle bataille, le contrôle de son héritage. Bob ne laisse aucun testament, en partie à cause de sa méfiance Rastafari envers les structures juridiques occidentales. Cette omission plonge sa famille dans le chaos. Rita, ses enfants, des avocats, le gouvernement jamaïcain et Island Records s'affrontent pour les droits sur sa musique et sa fortune. Rita est un temps contrainte de signer des documents dénoncés plus tard comme frauduleux. Le gouvernement vend le contrôle de la succession à Chris Blackwell, avant que la famille ne le récupère dans les années 1990. Pendant ce temps, l'image de Bob devient une marque mondiale, omniprésente sur des t-shirts, des posters et des produits dérivés.
Ses enfants luttent pour équilibrer l'hommage à son message et la protection de son empire commercial. Dans la mort, Bob Marley est sanctifié comme un prophète de la paix, mais sa succession devient un champ de bataille, miroir des contradictions de sa vie. Personne ne porte ce fardeau plus lourdement que Ziggy Marley, son fils aîné avec Rita, né en 1968. À 12 ans, Ziggy voit son père dépérir du cancer, un traumatisme qui ne le quittera jamais. Il suit ses traces avec les Melody Makers, remportant des Grammy Awards et perpétuant la flamme du reggae. Mais être le fils de Bob Marley est à la fois une bénédiction et une malédiction. En février 2024, à l'approche de la sortie du biopic Bob Marley, One Love, Ziggy publie une lettre dans People. « Tu me manques dans tout, mais surtout ta présence », écrit-il, décrivant un foyer où la musique de Bob résonne sans cesse. Il avoue, « Tu étais si jeune, mais tu as fait plus que je ne pourrais jamais faire. » Puis viennent des révélations inattendues. Ziggy admet que son père n'était pas parfait, que produire ce film exigeait de montrer ses failles. « Nous sommes des gens spirituels. On ne parle pas beaucoup, on ressent. Mais papa, parfois ça faisait mal. » Ces mots, diplomatiques mais lourds, brisent un silence de décennies. Ziggy révèle un foyer marqué par le désordre et la douleur. Il se souvient des disputes entre ses parents, parfois bruyantes, parfois dans un silence glacial, tandis que Rita supportait les humiliations des liaisons publiques de Bob. Aux yeux du monde, elle était l'épouse dévouée, chantant les harmonies à ses côtés. À la maison, elle incarnait une endurance stoïque, que Ziggy appelle plus tard une endurance silencieuse. Les enfants Marley étaient dispersés. Certains vivaient avec Rita, d'autres avec des proches ou leurs mères respectives. La présence de Bob se limitait à des éclats électriques, joyeux mais fugaces. Quand il était là, il pouvait être chaleureux, enseignant à ses enfants la spiritualité Rastafari et la résilience. Mais le plus souvent, il était absent, en tournée, en studio ou avec d'autres femmes. Cette absence force Ziggy, l'aîné du foyer de Rita, à endosser un rôle d'adulte avant l'heure. « Je devais être fort pour eux », confie-t-il, se souvenant du poids de la responsabilité sur un garçon encore en quête de ses propres émotions. Ziggy évoque aussi la douleur de voir la dignité de sa mère mise à l'épreuve. Rita tolérait publiquement les liaisons de Bob, parfois sans amertume apparente. Mais pour un enfant, cette façade ne pouvait masquer la souffrance. Ziggy voyait les femmes aller et venir, les demi-frères et demi-sœurs apparaître, et ressentait la confusion d'un foyer fracturé. En 2020, lors d'une interview avec NPR pour ce qui aurait été l'anniversaire de Bob, Ziggy résume ses sentiments, « C'est un homme aimant. Je crois que c'est le plus important. » Mais dans le même souffle, il ajoute, « Il n'était pas parfait. » Cette nuance imprègne toutes ses réflexions, une tentative de concilier l'admiration pour une icône mondiale et les cicatrices laissées dans leur vie privée. Aujourd'hui, père de cet enfant, Ziggy voit son père à travers le prisme de sa propre paternité. Dans sa lettre de 2024, il écrit « Tu aurais adoré être grand-père. Les petits-enfants reçoivent une part de toi à travers nous. » Ces mots, tendres mais amers, reconnaissent une ironie cruelle. Bob, souvent absent pour ses propres enfants, ne verra jamais cette nouvelle génération. Chaque sourire de ses enfants qui rappelle Bob est à la fois un réconfort et un rappel douloureux, une présence fantomatique dans des photos de famille qu'il ne prendra jamais. Ziggy honore publiquement son père comme l'artiste qui a offert le reggae au monde, mais en privé, il lutte avec le poids d'être un enfant laissé derrière, portant les souvenirs d'une mère endurante, de frères et sœurs dispersés, et d'un foyer façonné par l'amour et la trahison. Les derniers mots de Bob à Ziggy, avant sa mort, résonnent comme une bénédiction et un fardeau. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me déçois pas. Ziggy les répète souvent, les décrivant comme profondément spirituels, ancrés dans une connexion père-fils nourrie par la foi Rastafari. Mais ces mots portent aussi une exigence, porter le nom, la musique et le message de Bob sans jamais faillir. Ziggy vit dans cette ombre, entre révérence pour la grandeur de son père et la responsabilité de ne pas le décevoir. Ce que Ziggy révèle, parfois entre les lignes, parfois ouvertement, c'est que Bob Marley était à la fois un héros et une source de douleur. Un père et un étranger, un prophète et un homme imparfait dont les choix ont fracturé sa famille. Mon sourire t'honore. Je ris, et ce rire ressemble au tien. Des morceaux de toi font partie de moi, écrit Ziggy. Mais il reconnaît aussi que produire le biopic signifiait affronter le côté émotionnel de Bob, celui que le public ne voit pas, la violence, l'infidélité, l'absence, un foyer empli de chaos. Ziggy porte tout cela, célébrant son père publiquement tout en pleurant en privé l'homme qu'il a perdu trop tôt, et peut-être jamais pleinement connu. Bob Marley demeure immortel aux yeux du monde.
Sa musique est un hymne à la liberté, son image un symbole d'unité. Mais à travers les mots de Ziggy, des fissures apparaissent. Un père capable d'inspirer des nations, mais qui a laissé ses propres enfants dans le silence. Un prophète dont les choix ont creusé des blessures au sein de son foyer. Et vous, comment vous sentez-vous en apprenant ces vérités? Est-ce que savoir que Bob avait ses failles change la façon dont vous écoutez Redemption Song ou One Love? Partagez vos pensées dans les commentaires, car vos réflexions font vivre cette histoire. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires qui révéleront les vérités derrière les légendes.